Orpheline et timide, elle fut élevée par des proches, mais trouva refuge et vocation sur les planches. Malgré sa nature discrète, Bergman fit preuve très tôt d'une extraordinaire capacité à exprimer les émotions et se consacra au théâtre avec une détermination sans faille. Elle étudia à la prestigieuse École royale dramatique de Stockholm, où avait également été formée Greta Garbo, autre légende suédoise. Son talent la distingua rapidement et très vite, elle apparut dans des films suédois où sa présence lumineuse et son jeu naturel lui valurent les éloges de la critique. L'un de ses premiers rôles marquants fut celui qu'elle tint dans le film suédois Intermezzo, 1936, qui la propulsa plus tard au rang de star internationale grâce à son adaptation hollywoodienne. En 1939, à l'invitation du producteur David O. Selznick, Bergman se rendit à Hollywood pour jouer dans la version américaine d'Intermezzo, une histoire d'amour aux côtés de Leslie Howard. Avec sa beauté douce et naturelle, son accent délicat et son jeu sincère, elle contrastait fortement avec les stars plus stylisées de l'époque. Le public fut conquis et Ingrid devint rapidement l'une des actrices les plus recherchées du début des années 1940. Son ascension fut fulgurante. Au cours des années suivantes, elle enchaîna les rôles principaux dans une série de films classiques qui mirent en valeur toute l'étendue de son talent et la profondeur de ses émotions. Parmi ses prestations les plus emblématiques figure son rôle d'Ilslund dans Casablanca, 1942, aux côtés d'Humphrey Bogart. Ce film est depuis devenu un classique du cinéma et l'interprétation par Bergman d'une femme déchirée entre l'amour et le devoir est au cœur de son succès intemporel. Son visage radieux, notamment dans les scènes poignantes du Rick's Café, est à jamais gravé dans la mémoire des cinéphiles du monde entier. Le travail de Bergman durant cette période lui valut une reconnaissance internationale et de multiples nominations aux Oscars. En 1944, elle remporta son premier Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation bouleversante dans Gaslight, où elle incarnait une femme sombrant peu à peu dans la folie. L'intensité psychologique et la vulnérabilité qu'elle insuffla au rôle témoignèrent de son remarquable talent dramatique. Ce rôle fut suivi d'autres prestations mémorables, notamment dans le film d'Alfred Hitchcock, Les Enchaînés, 1946, où elle partageait l'affiche avec Cary Grant dans une histoire complexe d'espionnage, de passion et de trahison. Elle y démontra une fois de plus son talent pour captiver l'écran avec élégance et justesse émotionnelle. Suivant son instinct, elle s'installa en Italie et collabora avec Rossellini sur une série de films néo-réalistes, dont Stromboli, 1950, Europa 51 et Voyage en Italie. Bien que ces films n'aient pas connu de succès commercial à l'époque, ils furent par la suite reconnus pour leur influence sur le cinéma moderne et leur audacieuse expérimentation. Après plusieurs années passées à l'étranger, Bergman fit un retour triomphal au cinéma américain en 1956 avec son interprétation dans Anastasia, qui lui valut son deuxième Oscar. Cette fois, un accueil symbolique de la part d'une industrie qui l'avait jadis rejeté. Elle a continué à jouer dans des films européens et américains, prouvant à maintes reprises qu'elle était l'une des actrices les plus polyvalentes et audacieuses de sa génération. Elle a également été acclamée au théâtre et à la télévision, notamment pour sa performance primée aux Emmy Awards dans Une femme nommée Golda, où elle incarnait la première ministre israélienne Golda Meir. Tout au long de sa carrière, Ingrid Bergman a été nommée 7 fois aux Oscars, remportant 3 prix, ainsi que 2 Emmy Awards, un Tony Award et d'innombrables autres distinctions. Elle a joué dans 5 langues et a collaboré avec certains des plus grands réalisateurs du XXe siècle, dont Alfred Hitchcock, Ingmar Bergman, No Relation et Sidney Lumet. Mais au-delà des honneurs, c'est son authenticité et sa dignité discrète qui l'ont rendu chère au public de plusieurs générations. Ingrid Bergman était une femme qui a vécu pleinement, joué avec brio et refusé de se laisser enfermer par les conventions de son époque. Même lorsque le scandale menaçait d'éclipser ses accomplissements, elle n'a jamais transigé sur son intégrité ni sur son dévouement à son art.
Dans sa vie personnelle, elle a connu des joies intenses et des épreuves douloureuses, des mariages, des divorces, la maternité et la maladie. Mais elle a affronté toutes ces épreuves avec un calme remarquable. Ingrid Bergman, la célèbre actrice suédoise reconnue pour sa beauté et son talent, épousa en premières noces Peter Aaron Lindström en 1937. Médecin respecté, neurochirurgien de profession, Lindström incarnait un monde bien différent des paillettes et du glamour d'Hollywood et du cinéma international dans lequel évoluait Bergman. Leur mariage, d'abord stable et en apparence conventionnelle, fut marqué par les difficultés liées à l'ascension fulgurante de Bergman et à son implication croissante dans l'industrie cinématographique. Ingrid et Peter Lindström eurent une fille, Pia Lindström, née en 1938, qui deviendrait plus tard une journaliste et présentatrice de télévision reconnue. Malgré les apparences d'une famille traditionnelle, leur relation se tendit principalement en raison des exigences de la carrière d'Ingrid Bergman et des difficultés personnelles auxquelles elle était confrontée avec l'âge et sa notoriété internationale croissante. À la fin des années 1940, la vie d'Ingrid Bergman prit un tournant décisif lorsqu'elle entama une relation amoureuse avec le cinéaste italien Roberto Rossellini. Rossellini était un réalisateur de renom et d'une grande influence, célèbre pour son rôle pionnier dans le néoréalisme italien. Leur liaison débuta alors que Bergman était encore marié à Lindström, un fait qui provoqua un véritable scandale à l'époque. Cette relation, à la fois passionnée et controversée, transgressait les normes sociales du mariage et de la fidélité. La liaison fut révélée au grand jour après la naissance, en 1952, d'une fille, Isabella Rossellini, fruit de l'union d'Ingrid Bergman et de Peter Lindström. Cet événement symbolisa une rupture majeure dans la vie personnelle de Bergman et suscita un vif intérêt médiatique et de nombreux débats publics. Suite à la naissance d'Isabella, Ingrid Bergman divorça de Peter Lindström en 1950, mettant ainsi fin à 13 années de mariage. Peu après, Bergman et Rossellini officialisèrent leur union en se mariant au Mexique. Ce mariage marqua un nouveau chapitre dans la vie de Bergman, profondément lié à la vision cinématographique de Rossellini et à la culture italienne. Le couple eut 2 autres enfants, Roberto Ingmar Rossellini, né en 1954, et Isotta Ingrid Rossellini, née en 1956. Malgré leur collaboration artistique et l'agrandissement de leur famille, leur mariage dut faire face à de nombreuses épreuves, notamment des pressions professionnelles, des différences culturelles et l'intense attention médiatique consécutive à leur précédent scandale. Finalement, Bergman et Rossellini divorcèrent en 1957. Mettant ainsi fin à une collaboration complexe et marquante qui avait profondément influencé leur vie personnelle et l'histoire du cinéma. En 1958, un an seulement après son divorce avec Rossellini, Ingrid Bergman épousa Lars Schmidt, un entrepreneur et impresario de théâtre suédois. Schmidt a joué un rôle déterminant dans la promotion de l'œuvre théâtrale de Bergman en Europe, et leur relation a offert à l'actrice un cadre de vie plus stable et plus intime après des années de polémique publique. Leur mariage a duré près de 20 ans, de 1958 à 1975. Durant cette période, Bergman a su concilier sa carrière et sa vie personnelle, trouvant un soutien précieux dans l'engagement de Schmidt envers les arts et dans sa gestion de production théâtrale. Cependant, comme pour beaucoup de longs mariages, leur relation s'est finalement soldée par un divorce, clôturant ainsi un nouveau chapitre de la vie personnelle complexe et riche de Bergman. Lorsqu'Ingrid Bergman évoquait Gregory Peck dans ses mémoires, elle ne se contentait pas de faire référence à sa stature imposante, bien que celle-ci fût, en soi, inoubliable. Il était massif, écrivait-elle, et ce mot résonnait de bien plus qu'une simple description de sa taille ou de sa carrure. C'était une déclaration empreinte d'admiration, de respect et presque de confession, comme si elle évoquait une présence qui l'avait jadis bouleversé,
Physiquement, Gregory Peck incarnait la masculinité hollywoodienne classique. Dominant la plupart de ses contemporains, sa stature imposante laissait souvent une impression durable, tant sur le public que sur ses partenaires. Bergman, qui avait travaillé avec des légendes sur tous les continents, Humphrey Bogart et Cary Grant, restait néanmoins frappé par la présence imposante que dégageait Peck dès son arrivée sur un plateau. Il n'entrait pas dans une pièce, remarquait-elle, il la remplissait. Son physique était statuaire, presque romain dans sa noblesse, et pourtant jamais intimidant. Il y avait une douceur dans sa posture, une élégance dans ses mouvements qui adoucissait la force brute que dégageait son corps. Mais quand Bergman parlait d'imposant, elle parlait aussi de son âme. Le sens moral de Peck, son intensité tranquille et la profonde intégrité dont il faisait preuve, tout cela contribuait à créer quelque chose d'immense. Il avait une présence imposante, se souvenait-elle, comme si l'air lui-même semblait vibrer à l'écoute de sa voix. Elle racontait comment, même lors des conversations les plus banales, il avait le don de vous faire sentir que vos mots avaient une importance capitale. Impossible de lui mentir, confia-t-elle. Il avait un regard qui vous transperçait, non pas d'une manière qui vous mettait mal à l'aise, mais d'une manière qui vous incitait à la sincérité. Leur collaboration, à l'écran comme en dehors, était empreinte d'une tension palpable, oscillant entre admiration professionnelle et une alchimie puissante et indicible. Il y avait des moments, confiait Bergman, où je le regardais à travers la scène et j'en oubliais mon texte, non par nervosité, mais parce que j'étais véritablement transporté par l'homme qui se tenait devant moi. Ce n'était pas de la luxure, expliqua-t-elle, mais plutôt une forme de vénération, une sorte d'abandon émotionnel à quelqu'un qui semblait taillé dans l'intemporalité. Bergman se souvenait aussi de la façon dont Peck supportait le poids de sa célébrité, avec une humilité qui l'avait profondément marqué. Dans un monde où la vanité était une question de survie, Gregory, lui, restait fidèle à ses racines. Il n'avait jamais besoin de crier sur tous les toits, écrivait-elle. Son silence valait souvent plus que 100 discours. Elle observait qu'il prenait ses rôles au sérieux, non pour la gloire, mais parce qu'il considérait le jeu d'acteur comme un moyen de dire la vérité, même fictive. Il croyait en la bonté, non pas la bonté naïve, mais celle qu'on conquiert de haute lutte, celle pour laquelle on se bat, scène après scène. Dans ses mémoires, Bergman révèle que travailler avec Gregory Peck l'a stimulé, lui a permis de se sentir comprise et, au final, l'a transformée. Il m'a marqué à jamais, confie-t-elle, non seulement en tant qu'actrice, mais aussi en tant que femme. Au point il m'a rappelé que la grandeur ne réside pas dans la perfection, mais dans la présence. Gregory était présent au sens le plus profond et le plus magnifique du terme. Alors, quand elle a écrit qu'il était immense, ce n'était pas une formule anodine, ni un titre à sensation. C'était le portrait d'un homme dont l'envergure l'avait profondément marqué, bien plus qu'elle ne l'aurait jamais imaginé, physiquement, émotionnellement, artistiquement et spirituellement. Au début des années 1970, alors que la pièce The Constant Wife était jouée à Londres, la vie d'Ingrid Bergman prit un tournant dramatique et imprévu. C'est à cette époque où elle régnait encore sur les planches avec le même magnétisme qui avait longtemps caractérisé sa carrière cinématographique qu'elle remarqua une anomalie physique inquiétante, une grosseur dure sous son sein gauche. Malgré un emploi du temps chargé, Bergman, réputée pour sa discipline et son souci du détail, a agi promptement. Le 15 juin 1975, elle a subi une intervention chirurgicale dans une clinique privée londonienne pour se faire retirer la tumeur. Bien que l'opération se soit déroulée dans la plus grande discrétion, elle a marqué le début d'un long et difficile combat contre le cancer du sein. Un combat qu'elle a choisi d'affronter avec grâce, courage et un engagement indéfectible envers son art. Le cancer, cependant, n'en avait pas fini avec elle. Des années plus tard, alors qu'elle était plongée dans le tournage éprouvant de Une sonate d'automne, film qui allait devenir l'une de ses performances les plus puissantes et les plus saluées par la critique, Bergman sentit de nouveau une grosseur inquiétante.
Cette seconde découverte la poussa à retourner d'urgence à Londres, où elle subit une nouvelle intervention chirurgicale. L'expérience fut particulièrement symbolique. Alors même que son corps luttait contre une maladie incurable, elle livra, sous la direction d'Ingmar Bergman, sans lien de parenté, l'une des performances les plus brutes, complexes et vulnérables de sa carrière, dans un rôle qui semblait refléter les épreuves émotionnelles de sa propre vie. Après l'opération et sa convalescence, faisant preuve d'un esprit indomptable et d'une éthique de travail infatigable, Bergman commença immédiatement les répétitions de Les Hauts de la Lune, adaptation télévisée de 1978, refusant de laisser sa maladie la définir ou la limiter. Malgré la progression de sa maladie, Bergman a continué d'accepter des rôles importants, dont l'un des plus marquants de la fin de sa carrière. Celui de la première ministre israélienne Golda Meir dans le téléfilm de 1981, Une femme nommée Golda. Ce choix audacieux et profondément émouvant, bien que désormais fragile et le visage marqué par les traitements et le temps, elle a incarné Golda Meir avec une force et une dignité exceptionnelles. Le tournage fut éprouvant et mit sa santé à rude épreuve, mais elle mena le projet à terme avec son professionnalisme habituel. Sa performance lui valut à titre posthume un Emmy et un Golden Globe, consécration ultime de son immense héritage dans le monde du théâtre. Après cela, Bergman se retira de la scène et se retira dans son appartement londonien du quartier chic de Cheney Gardens, près de la Tamise. Le quartier était réputé pour ses résidences d'artistes et son charme paisible. Mais pour Bergman, il devint un lieu de solitude et de lutte silencieuse. C'est là qu'elle commença à suivre des séances régulières de chimiothérapie. L'ancienne star rayonnante qui avait captivé des millions de personnes affrontait désormais la maladie avec un stoïcisme serein. Les paparazzi et les fans se rassemblaient fréquemment devant son immeuble, campant sur le trottoir dans l'espoir d'apercevoir la légendaire actrice. Consciente de leur présence, mais ne voulant pas qu'ils voient son état de faiblesse, elle évitait la vitrine. La maladie avait désormais ravagé son corps. Le cancer avait métastasé à sa colonne vertébrale, provoquant l'affaissement de sa 12e vertèbre, ce qui lui causait d'atroces douleurs et limitait sa mobilité. Son poumon droit avait cessé de fonctionner complètement, et seule une partie de son poumon gauche restait opérationnelle. Pourtant, même dans ses moments les plus sombres, elle n'a jamais renoncé à sa force intérieure. Ingrid Bergman s'est éteinte à Londres peu après minuit le 29 août 1982, jour de son 67e anniversaire. Elle est décédée paisiblement, entourée de ses proches. Son ex-mari, le producteur de théâtre suédois Lars Schmidt, avec qui elle avait conservé des relations chaleureuses et affectueuses, était à son chevet, ainsi que 3 autres personnes. Ce soir-là, quelques heures avant son décès, ils avaient porté un dernier toast en son honneur. Un geste intime et symbolique empreint d'une douce amère célébration et de la crainte d'une perte imminente. À son chevet reposait un exemplaire du Petit Prince, le roman philosophique d'Antoine de Saint-Exupéry. Ce livre, cher à Bergman pour ses thèmes d'innocence, de perte et de l'essence invisible des choses, était ouvert à une page proche de la fin, peut-être une ultime réflexion silencieuse sur le cheminement de son âme. Ses obsèques ont eu lieu en octobre dans l'historique église Saint Martin in the Fields de Londres. Ce fut une cérémonie solennelle et élégante, en présence de 200 personnes venues du monde entier. Parmi elles se trouvaient ses 3 enfants, dont Isabella Rossellini, qui commençait déjà à se faire un nom au cinéma, la famille Rossellini au complet, ainsi que des proches venus spécialement de Suède pour dire adieu à l'une de leurs plus grandes figures. La cérémonie a également rassemblé une assemblée exceptionnelle de personnalités du monde du spectacle, des acteurs de renom et des collaborateurs de longue date, tels que Liv Ullmann, Sir John Gielgud, Dame Wendy Hiller, Birgit Nilsson et Joss Ackland étaient tous présents, rendant chacun hommage à leur manière, dans le silence. Des extraits de Shakespeare ont été lus à haute voix durant la cérémonie. Faisant écho aux profondes racines de Bergman dans le théâtre classique,
Parmi les morceaux choisis, figurent la mélodie enjouée de This Old Man, célèbre chanson du film L'Auberge du Sixième Bonheur, et la nostalgique et poignante As Time Goes By, immortalisée par la voix de Bergman elle-même dans Casablanca, une chanson qui semblait résumer le parcours de sa vie et de sa carrière. Son petit-fils, Justin Daly, se souvint plus tard du chaos et de l'émotion intense de cette journée. Des centaines de photographes se pressaient sur les lieux, mitraillant de flash les personnes endeuillées qui tentaient de faire leur deuil. Daly se souvenait d'avoir été heurté à la tête par un appareil photo dans la confusion générale, mais au milieu de la douleur et de la confusion, il eut une révélation soudaine et profonde. Ingrid Bergman n'était plus seulement sa grand-mère. Au milieu de ce chaos, dit-il, je sentais qu'elle n'était pas seulement ma grand-mère. Elle appartenait à tous les autres. Elle appartenait au monde. C'était un sentiment partagé par des millions de personnes. Ingrid Bergman n'était pas seulement une mère, une grand-mère ou une amie. Elle était une icône, dont l'art, le courage et l'humanité ont marqué le monde entier.